tous. D'abord, avant de démarrer ma présentation, je remercie particulièrement Mohamed de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir à Nador et surtout nous avons une collaboration effectivement qui marche depuis plusieurs années et j'espère qu'elle va se poursuivre, Inch'Allah comme on dit, autant que l'on pourra en la renforçant et en l'améliorant. Il y a des échanges qui se font déjà depuis quelques années et pierre après pierre, on a réussi à avancer, même si c'est pas toujours facile au niveau administratif de notre côté. C'est pas toujours de votre côté que sont les problèmes, c'est surtout du nôtre malheureusement. Avant de démarrer la partie scientifique proprement dite, je vais donc, puisque je viens de Limoges, j'ai l'honneur de passer le premier, je vais donc vous présenter un petit peu mon laboratoire. Donc je viens d'un laboratoire qui s'appelle l'Institut de recherche sur les céramiques, qui est une UMR CNRS. Alors, voilà à peu près la situation. Nous sommes dans ce bâtiment-là, et puis vous allez voir, ça passe très vite, vous allez voir qu'il y a autour un certain nombre de choses, dont l'école d'ingénieurs qui est répartie sur 2 bâtiments, et puis un certain nombre d'entreprises autour, et cette partie-là, c'est la technopole, dans laquelle se trouve un certain nombre de services. Donc le laboratoire comprend des enseignants qui sont à la fois des universitaires de la faculté des sciences et techniques, mais aussi de la faculté de pharmacie. Certains sont à l'IUT ou à l'INSPE, puis également des gens qui sont dans l'école d'ingénieurs à côté d'NCNC. Côté CNRS, nous sommes rattachés à la fois à l'Institut de chimie et à l'Institut des sciences de l'ingénierie des systèmes. En termes de personnel, c'est à peu près 200 personnes. Le laboratoire, ça varie suivant les années, donc une centaine de permanents, 62 professeurs maîtres de conférences et 15 chercheurs CNRS, et tout le reste, c'est des ITA, des doctorants et des postdoctorants. Nous avons déménagé maintenant il y a une douzaine d'années dans ce locaux tout neuf que vous pouvez voir là, et on a abouti à un peu plus de 8000 m² de surface. Donc le laboratoire a surtout pour vocation de s'intéresser aux céramiques, bien sûr, et donc la vocation résumée dans la phrase du bas concerne les procédés d'élaboration, évidemment avec le mot céramique derrière, et le mot traitement de surface aussi, puisqu'historiquement ce laboratoire est issu de 2 équipes qui travaillaient à la fois sur les céramiques d'un côté et sur les traitements de surface de l'autre côté, mais ça se rejoint en termes de matériaux globalement assez bien. Et là, également, l'idée qui a émergé depuis plusieurs années, c'est pas seulement de faire de la science fondamentale, c'est aussi de faire de l'élaboration d'objets, avec des propriétés qui sont les propriétés d'usage recherchées. Voilà l'écosystème de l'IRSER. Vous avez donc le petit plan ici, vous voyez, vous avez la technopole au centre, et puis autour il y a un certain nombre d'entreprises, donc Bernardo porcelaine traditionnelle, mais aussi ICERAM, 3D Céram, Serinox, Bodycote, l'école d'ingénieurs, et nous avons également sur site l'équipe Imeris qui s'intéresse aux argiles, notamment Ceradroc, et 2 centres de transfert de technologie, un dans le domaine céramique, un dans le domaine des couches à vocation fonctionnelle. Donc on a une spécificité technique de niche qui est la présence de la formation et de la recherche sur site, avec des formations qui vont du lycée jusqu'au doctorat, et donc avec licence, master et doctorat, mais également les diplômes d'ingénieur. Au niveau recherche, donc, il y a l'IRSER et les centres de transfert de technologie dont je parlais, donc technologie céramique et traitement de surface, et puis un certain nombre d'industriels autour avec lesquels on a des collaborations assez régulières, et des filières de valorisation qui viendront derrière. Donc, vous voyez, nous avons également des laboratoires communs avec certaines entreprises qui se sont développées depuis quelques années. De manière pratique, nous sommes divisés en 4 axes sur lesquels je passerai assez brièvement tout à l'heure dans les diapos suivantes. La vocation, c'est évidemment de répondre prioritairement à des enjeux sociétaux. Mohamed en a parlé, c'est devenu très important dans tous les domaines. Et les applications sur lesquelles nous sommes focalisés sont dans le domaine énergie, environnement, transport, également côté santé et également côté technologie de l'information et de la communication. Le laboratoire est divisé en 4 axes, il ne faut pas que je mette trop près, c'est très fort. En 4 axes. Donc le premier axe c'est plutôt à vocation procédé et poudre, donc avec une approche intégrée qui va de la poudre à l'objet final, avec la maîtrise surtout des procédés de mise en forme, alors traditionnels comme le frittage, mais aussi depuis quelques années sur les applications type prototypage rapide, multimatériaux, fabrication additive. Et donc une petite spécialisation derrière dans la consolidation et le frittage pour aller jusqu'à des matériaux et composants. L'axe 2 est l'axe 2 qui découle plutôt de la partie physique du laboratoire au départ. Elle est focalisée sur des traitements type PE-CVD, CVD, ablation légère, projection thermique et projection plasma au départ. Donc elle développe des procédés plasma et laser pour aboutir généralement à des films et des surfaces à propriétés spécifiques. Alors ça va des couches pour la microélectronique
aux couches barrières pour les protections dans l'aéronautique ou dans les moteurs. Dans l'axe 3 auquel j'appartiens, nous sommes issus historiquement d'une équipe de cristallochimie et donc cette thématique demeure. L'idée c'est d'aller des structures et d'instructures jusqu'aux propriétés en élaborant également des objets, donc en maîtrisant nos élaborations. Et s'y est inclus depuis quelques années une partie mesure et calcul, chimie calculatoire, chimie théorique. L'axe 4, quant à lui, est dédié aux céramiques sous contraintes environnementales. Alors, traditionnellement, c'est plutôt des carbures et des nitrures pour des applications haute température, mais ça a évolué depuis. Donc l'idée, c'est d'aller du contrôle des micros nanostructures jusqu'aux propriétés spécifiques, et les propriétés spécifiques recherchées sont plutôt des propriétés qui sont liées aux applications en température, comme pour les carbures et les nitrures, mais également des applications du côté matériaux pour le nucléaire ou des choses de ce genre. Matériaux architectes, des applications particulières, et pour des raisons de structuration, c'est un axe à part entière. Et également, nous bénéficions sur place, bien évidemment, d'un gros pôle de caractérisation dans lequel on a regroupé toutes les techniques possibles et imaginables, qui s'appelle Carmaline, donc caractérisation des matériaux de Limoges, dans lequel vous allez trouver de la microscopie, diffraction et rayons X, la partie analyse thermique, chimique et morphologique des poudres, une partie spectroscopie optique UV infrarouge Raman, et puis toute la partie traitement thermique et mesure des propriétés mécaniques, ainsi que les mesures des propriétés des suspensions. Voilà, tout ça c'est regroupé dans un pôle dans lequel il y a pas mal de personnes matérielles, ce qui est bien pratique. Donc, après cette partie-là, je vais vous présenter mes résultats et passer à ma présentation en elle-même. Donc je vais vous parler de nouveaux matériaux à base de bismuth de type A05BI05BO3, dans laquelle A sera un alcalin et B principalement le zirconium. On en a étudié d'autres, mais j'ai choisi de vous présenter ceux-là qui étaient un exemple illustratif de ce que l'on a fait et ce qu'on fait toujours. Ma présentation sera divisée en 4 parties, donc bien évidemment le contexte de l'étude, une partie étude structurale, je vous parlerai après brièvement des propriétés électriques qui en découlent, et puis je présenterai quelques conclusions et des perspectives qui vont derrière pour terminer cette présentation-là. Donc d'abord je voudrais remercier les collègues de l'IRSER qui ont permis ce travail, ils sont nombreux, et l'ICNCB à Bordeaux qui m'a également donné un sacré coup de main. Ces résultats sont issus d'une thèse qui maintenant a quelques années, mais dans laquelle les publications sont encore en route, qui s'intitulait Nouveaux matériaux sans plomb à base de bismuth et qui allait vers des composés un peu plus complexes que ce qu'on avait fait jusque-là dans des perovskite mix, qui a donné lieu à 3 publications et ce n'est pas terminé. Donc l'idée c'est de travailler sur les matériaux à vocation fonctionnelle, Mohamed en a parlé, et notre vocation fonctionnelle au niveau de l'axe 3, pour ma part c'est plutôt les matériaux piézoélectriques et ferroélectriques. Les ferroélectriques et les piézoélectriques actuellement utilisés dans les applications sont pour une grande majorité des matériaux à base de plomb, les PZT, qui sont une solution solide à base de PbZrO3 et PbTiO3. C'est ce que vous trouvez tous les jours dans les briquets, dans les haut-parleurs piézoélectriques, et j'en passe et des meilleurs. C'est un matériau dominant sur le marché pour des raisons de coût, ça coûte pas cher, de facilité d'élaboration. Et donc c'est un matériau qui maintenant a une quarantaine, une cinquantaine d'années et qui continue à être largement utilisé, dont même le domaine s'étend tous les jours en termes d'application. Vous en trouvez aussi dans les capteurs, dans plein de choses. Il y a un seul petit problème derrière, c'est qu'il y a du plomb dedans et que l'Union européenne se pose la question maintenant depuis une petite vingtaine d'années d'élimination des éléments toxiques au maximum. Alors parmi eux il y a le plomb, mais vous en avez d'autres comme le mercure, le cadmium. J'en ai oublié, je pense qu'il y a le chrome 6 également, le chrome hexavalent qui a été mis dans un maximum d'applications. C'est les directives ROHS et WEEE qui donc prévoient l'élimination et le recyclage. Donc le plomb est interdit désormais dans un grand nombre d'applications et il se trouve que pour le moment on n'a pas de substitutif pour le plomb dans les PZT. Autrement dit, il reste toléré dans les applications piézoélectriques et avec une remise en cause périodique de cette possibilité de prolongation. Donc la question se pose de savoir par quoi on va le remplacer et c'est la raison pour laquelle depuis maintenant une vingtaine d'années il y a des travaux nombreux sur les substituants de PZT. Donc la grosse question scientifique c'est quel matériau mettra-t-on à la place et est-ce qu'on pourra remplacer les PZT dans toutes les applications utilisant ces matériaux-là. Alors j'ai oublié de dire que ça sert aussi à d'autres applications que les piézos, mais évidemment c'était le but principal. Donc parmi eux émergent les matériaux à structure perovskite. Alors ça n'est pas les seuls, mais c'est surtout ceux sur lesquels on a travaillé. Un certain nombre de travaux ont montré que c'était peut-être de ce côté-là qu'il fallait taper
pour aller chercher des matériaux substitutifs. Alors les propriétés possibles sont basées évidemment sur la cristallographie derrière, puisque ce qui va régir les choses c'est la classe cristalline à laquelle appartiennent nos matériaux. Donc 32 classes cristallines, là-dedans il y en a 21 en centrosymétrique, donc 20 qui sont piézoélectriques qui autorisent la piézoélectricité. Dans ces classes-là, il y en a 10 qui sont pyroélectriques, et là-dedans on va trouver les ferroélectriques. Donc la piézoélectricité c'est l'apparition d'une contrainte, l'apparition d'une polarisation électrique sous l'effet d'une contrainte mécanique, donc on peut générer à partir d'une contrainte mécanique un effet électrique. Il existe un effet inverse également lorsque vous appliquez une différence de potentiel, un champ électrique, vous récupérez une déformation. La pyroélectricité est la propriété de certains cristaux dans lesquels la structure en elle-même va présenter une polarisation spontanée, donc une différence de potentiel spontané, des charges spontanées, dont caractérisée par une polarisation électrique qui va varier avec la température. Pour la ferroélectricité, eh bien, on y rajoute une couche, c'est-à-dire qu'on peut renverser la direction d'existence de cette polarisation avec l'application d'un champ électrique. Autrement dit, on aboutit à un cycle d'hystérésis, polarisation, champ, qui ressemble à celui des ferromagnétiques. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle ferroélectrique. Et puis, il existe également, comme dans le magnétisme, un antiferromagnétisme, on a des propriétés d'antiferroélectricité qui existent dans certains cas. On a également, dans le cas d'un ordre différent au niveau local entre les dipôles, les possibilités d'avoir des matériaux qui ne sont pas organisés à longue distance avec un ordre ferroélectrique, mais qui vont présenter un ordre local dans lequel on aura des effets de relaxation. Ces matériaux sont appelés matériaux relaxeurs. On n'a plus un cycle d'hystérésis complètement ouvert, mais on n'a pas une réponse linéaire de la polarisation en fonction du champ. Et on parle aussi d'hystérésis fermée dans ce cas-là. On y rajoute également le fait qu'en général, on a une relaxation de la permittivité, un pic de permittivité dans ce cas-là également. Alors il y en a d'autres, comme l'électrostriction, qui est la déformation sous champ électrique d'un matériau. Alors ça ressemble à la piézoélectricité, mais la différence c'est que dans ce cas-là, la réponse est parabolique, elle dépend du carré du champ, alors que dans la piézoélectricité, elle dépend de la puissance 1 du champ. J'en citerai d'autres éventuellement. La plupart de ces matériaux-là ont également des permittivités relatives qui sont assez élevées, ce qui fait qu'ils ont également de nombreuses applications dans des matériaux de type diélectrique ou condensateur. Donc l'idée c'était ça, c'était de partir de ces matériaux à ces matériaux type PZT, puis de chercher un petit peu ce qui pouvait les substituer. Donc les travaux des dernières années ont montré que parmi toutes les études qu'il y avait eu depuis 20 ans, émergeaient quelques matériaux substitutifs potentiels. Alors les principaux sont les niobates d'alcaliens à base de lithium, sodium, potassium et de niobium, donc KNN. Le titane de barium qui a le même âge que les PZT à peu près, mais qui réémerge parce que lui ne contient pas de plomb. Alors soit seul, soit en solution solide avec du calcium, du zirconium, tout ce qu'on veut. Les matériaux sur lesquels nous travaillons depuis une vingtaine d'années au niveau laboratoire, Limoges, NBT, Na05BI05TiO3, ou la même chose avec du potassium, donc NBT et KBT, découverts dans les années 60, mais dont les propriétés ont émergé dans les années 80 à peu près en termes de propriétés piézoélectriques. Et puis bien évidemment, tous ces matériaux-là, comme beaucoup de structures homologues, on peut les modifier par formation de solutions solides diverses et variées, en substituant un élément par un autre ou en substituant la totalité d'un élément par un autre. Je pense à des solutions solides barium BaTiO3, SrTiO3 par exemple, où on a une solution solide totale et où on peut modifier plein de propriétés avec ces substitutions. Donc l'idée c'est quand même que la base reste la partie cristallochimique. Est-ce que les substitutions sont possibles ou pas? Et qu'est-ce qu'on peut faire de ces matériaux-là en imaginant un petit peu ce qu'on connaît à la base en termes de chimie du solide. Donc l'idée c'est de se baser sur ces travaux antérieurs, et donc le plomb est substituable par un pseudo-ion alcalin bismuth 1,5 d'alcalin, 1,5 de bismuth, ça donne bien une charge de plus. On va donc pouvoir substituer un divalent par un couple qui constitue donc entre guillemets un pseudo-ion de charge équivalente. Donc ça revient, puisqu'on est passé de PbTiO3 à des composés dans lesquels on a un couple sodium-bismuth ou potassium-bismuth, à pouvoir faire cette substitution, ce qui n'était pas gagné au départ. Et parmi les alcalins, bien, on peut en imaginer un certain nombre, mais peut-être tous ne rentreront pas dans la structure. Donc les possibilités chimiques qui sont envisagées sont bien évidemment la possibilité d'utiliser d'autres alcalins. Ce n'est pas forcément ce que je vous présenterai aujourd'hui, mais on l'a envisagé. Et ma présentation sera plutôt axée sur la substitution du titane par le zirconium, pour la simple et bonne raison que si ces matériaux-là sont connus depuis maintenant les années 60, leur propriété depuis une vingtaine d'années au niveau piézoélectricité, personne n'avait, ou très peu de gens avaient envisagé la substitution titane-zirconium, qui est pourtant évidente en termes de chimie du solide. Donc nous sommes partis de cette idée-là, c'est que les composés modèles végétaux de base sont le titane de plomb PbTiO3 qui est ferroélectrique, le zirconate de plomb PbZrO3 qui est antiferroélectrique,
Et donc à partir de ces compositions-là, nous avons cherché à voir quelle substitution on pouvait faire, en particulier sur le site B de la perovskite, en remplaçant le titane par le zirconium. Et l'étude s'est focalisée principalement sur le couple sodium-potassium. Le lithium, le rubidium et le césium ont été envisagés, mais en raison de leur taille, ça ne marche pas forcément dans tous les cas. Vous savez tous que, évidemment, les rayons ioniques vont augmenter et que ceux-là sont particulièrement appropriés pour cette substitution. Les composés samplons sont connus, sont NBT, Na05, BI05, TiO3, KBT, K05, BI05, TiO3. Alors dans le premier cas, on a une structure perovskite avec une distorsion légère qui fait qu'on a une rotation et une distorsion des octaèdres. Dans le cas de KBT, le potassium n'a pas la même taille, on retombe sur une structure quadratique de type BaTiO3 avec des déplacements des cations A et B. Donc dans tous les cas, on induit de la ferroélectricité dans ces matériaux-là par la distorsion de la structure. Donc on pouvait envisager, à partir de ces matériaux-là, avec la substitution qui est titane-zirconium, de passer de NBT à NBZ, avec une substitution titane-zirconium, et dans l'autre cas, de KBT à KBZ. NBZ a évidemment été envisagé par quelques auteurs, mais on a fait très peu de publications au démarrage de ces travaux. En particulier, c'est des publications de très bas facteurs d'impact et qu'on n'arrive pas forcément à voir, souvent venant de Corée ou de Chine et pas forcément très accessibles. Le peu qu'on avait comme données, c'est que la synthèse était relativement compliquée et qu'on aboutissait fréquemment à des phases secondaires. Et en particulier, il n'y avait aucune description structurale de ces composés-là, ni la preuve exacte qu'on avait une phase unique dans l'affaire. Alors la substitution et les phases secondaires, c'est pas surprenant. Pour ceux qui ont travaillé avec le zirconium, il est beaucoup moins réactif que le titane, il diffuse beaucoup moins facilement et donc on a souvent des problèmes. KBZ a été présenté principalement dans des solutions solides en remplacement du titane, notamment avec NBT et KBT. Et pour vous résumer les choses, voilà ce dont on disposait au démarrage du travail. C'est ce diagramme de phase quaternaire dans lequel il y avait un certain nombre de points en nous disant qu'ici c'était tétragonal, au milieu c'était probablement rhomboédrique et par là qu'il y avait une structure non identifiée. Voilà la base de ces travaux-là. Donc l'idée a été d'aller voir si on pouvait synthétiser ces composés-là de manière certaine et si on pouvait identifier leur structure et leurs propriétés. La base, évidemment, dans les perovskites, c'est le calcul du facteur de tolérance. Alors, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais c'est un raisonnement de chimie du solide qui a maintenant quasiment un siècle, qui se base sur les rayons ioniques des ions envisagés et qui permet de savoir si la structure a des probabilités ou non d'être stable en fonction de sa valeur. Donc, elle est calculée à partir de ce qui se passe dans le site A et ce qui se passe dans le site B, le rapport des deux donnant 1 si vous avez un empilement qui est complètement compact avec des sphères qui sont en contact. Dans le cas où les sphères n'ont pas la bonne taille, on va aboutir à une valeur qui est inférieure à 1 ou supérieure à 1. Et il est admis, grosso modo, que le domaine de stabilité, c'est pour ce facteur de tolérance entre 0,88 et 1,05. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, les frontières sont encore discutées, mais en tout cas, lorsqu'on est aux alentours de 1 au centre, on sait qu'on est à peu près stable et qu'on a des chances d'avoir un composé qui donnera une structure perovskite. Donc, on a fait ces petits calculs. Alors, on a bien évidemment fait aussi pour d'autres couples comme le lithium, incluant le lithium, le rubidium et le césium. Donc avec le titane, on avait donc les bases de NBT et KBT, on a à peu près 0,98 et 1,02 en termes de facteur de tolérance, donc on sait que c'est un guide qui marche pas mal. Dans le cas où on remplace le titane par le zirconium, on fait décroître légèrement le facteur de tolérance pour le composé éventuel NBZ, et on le fait également décroître un petit peu pour le composé KBZ, mais on reste aux alentours de 1, c'est-à-dire dans le domaine central qui est a priori proche de la zone favorable à la stabilité d'une structure perovskite. Et donc les composés samplons, pour résumer, connus sont NBT, et les composés qu'on envisage, c'est NBZ et KBZ, et la question était, est-ce qu'on va réussir à les synthétiser d'une part, est-ce qu'on aura une phase unique, ou bien est-ce qu'on va avoir un truc inattendu, qui a une structure qui n'est pas celle que l'on voudrait. Ça nous est arrivé dans d'autres systèmes, donc il fallait quand même passer à la partie expérimentale et synthèse pour arriver au bout. Donc les objectifs de l'éthique, c'était bien évidemment, je vous l'ai dit, substituer le titane par le zirconium. Donc, première chose, c'est la synthèse. Est-ce que ces composés existent? Est-ce qu'on arrive à les synthétiser facilement? Ou bien est-ce qu'il y a des grosses difficultés de synthèse? En retenant bien évidemment comme voie de synthèse la plus classique possible la voie solide-oxyde. Dans le cas où on arrive à avoir ces structures-là, eh bien l'idée c'est de résoudre la structure, puisque ça n'était pas encore fait.
Et puis, bien évidemment, la dernière partie qui nous concerne, c'est pas faire de la structure pour la structure, c'est aussi d'avoir une idée des propriétés qui sont derrière, puisque la partie cristallochimie traditionnelle de notre équipe relie structure et propriétés dans tous les cas lorsqu'on peut le faire. Donc les synthèses se sont centrées sur des synthèses plutôt classiques, je surveille, par voie solide. Dans le cas de l'utilisation du sodium, on a eu besoin, pour des raisons de synthèse, de ne pas utiliser le carbonate, mais plutôt un oxyde mixte NaBiO3 disponible commercialement, qui nous a permis de résoudre un certain nombre de problèmes de phase secondaire. Dans les autres cas, on a utilisé le carbonate pour le potassium et puis les oxydes pour le bismuth et le zirconium. Donc la synthèse est assez classique, séchage, pesé dans les proportions stéchiométriques, mélange au mortier en agate. Alors pour des plus grosses quantités, on passe à autre chose, mais pour les quantités petits laboratoires, on reste sur mortier en agate. Décalcination vers 800 degrés, puis une étude par DRX derrière pour identifier les phases fortes. Dans le cas de NBZ, en termes de DRX, on obtient ça, c'est-à-dire qu'on a bien évidemment quelque chose qui ressemble à une structure pérovskite. Alors 1 pic, 2 pics, 3 pics, 4 pics, 5 pics, ça parle à ceux qui connaissent les pérovskites, c'est les places traditionnelles. Et puis apparaissent un certain nombre de phases secondaires, comme il reste de la zircone, bien évidemment, pour des raisons de réactivité. Et puis on obtient également des phases type Bi2O3 dopées, des phases séléniques qui apparaissent dès qu'on a un cation substitutif présent avec l'oxyde de bismuth. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est que la synthèse, même si elle était courte, permettait d'avoir la bonne phase et de synthétiser une phase pérovskite comme on espérait le faire. Dans le cas de KBZ, l'étude par DRX, c'est pareil, nous montre qu'on a encore une fois de la zircone qui n'était pas réagie, plus des composés mixtes comme Na2ZO3, encore une fois l'oxyde de bismuth dopé, et puis quand même 1, 2, 3, 4, 5 pics de la pérovskite, avec des éclatements de pics sur les raies 2,00 et 2,11 qui nous indiquent qu'on n'a plus une structure cubique simple et qu'il va falloir aller chercher un petit peu en termes de possibilités structurales. Donc la conclusion, c'est qu'on a bien réussi à synthétiser ces phases et qu'il était assez curieux, bien qu'elles soient faciles à synthétiser, personne n'y se sont intéressés vraiment. Je l'ai passé 2 fois. Donc par la suite, et bien évidemment, pour résoudre la structure, après une étude préalable en DRX, on est passé à une étude par diffraction de neutrons. Alors ça s'est fait au laboratoire Léon Brien à Saclay avec le diffractomètre T2. Inconvénient, il fallait une quantité de poudre plus importante, et l'inconvénient des synthèses quand on passe de l'échelle de 1 g à 10 g, c'est que souvent on a des phases secondaires en quantité différente. Alors on a donc de nombreux pics de phases secondaires observés, en plus de la phase pérovskite, et il a fallu donc résoudre la structure avec ces composés là, en plus de la structure principale, ce qui n'est pas toujours simple, mais malgré tout, on est allé au bout. Donc l'étude structurale nous a montré qu'on pouvait faire un affinement dans... désolé, la photo a bougé, donc vous n'avez plus le groupe d'espace. De faire un affinement dans un groupe d'espace qui est un groupe d'espace monoclinique. Les facteurs d'agrément sont relativement bons, et on a donc des paramètres qui sont donc 5,69, 8,16, 5,79, et bêta proche de 90 degrés, donc faible distorsion monoclinique, et des paramètres de maille qui sont à peu près la diagonale de la maille et 2 fois les paramètres de maille de la pérovskite de base. Vous avez ici l'exemple de l'affinement, et voilà donc à quoi on aboutit. On aboutit donc, après l'utilisation des facteurs anisotropes sur le couple Na plus BI3+, à une structure qui est résolue, dans lequel on a un système de titres qui est identifié, et sur lequel on a probablement un ordre entre les deux sites contenant le sodium et le bismuth, puisqu'on aboutit au fait qu'on a plus de sodium et de bismuth sur l'un, que de bismuth, on a plus de sodium que de bismuth sur le premier site, et plus de bismuth que de sodium sur le deuxième. Dans le cas de KBZ, les diffractions de neutrons ont également été faites sur le même diffractomètre. Là encore, on a des phases secondaires qu'il a fallu prendre en compte dans l'affinement. Et on aboutit donc dans ce cas-là, à un groupe d'espace qui est un groupe d'espace cubique, le groupe d'espace cubique classique des pérovskites PM-3N, avec encore une fois un bon agrément et des reliabilités correctes, avec un paramètre qui est proche de celui du pérovskite habituel. La petite subtilité, c'est que probablement on a un désordre sur les sites des oxygènes derrière qui explique que, bien que ce soit cubique, il y a une distorsion, au moins à l'échelle locale, de la distribution des oxygènes autour de leur site moyen. La position moyenne serait là, et vous voyez, on a vu éclater le site de l'oxygène sur 4 positions pour arriver à baisser le facteur de reliabilité, ce qui veut dire que derrière, il y aura probablement une étude de l'ordre local à faire pour arriver à comprendre si ce désordre des oxygènes est statique, dynamique, dû à l'élaboration du matériau dans le temps, et si on peut le détruire ou pas dans le temps. Donc en résumé, NBZ nous donne un groupe d'espace P2,1 sur N qui est centrosymétrique.
et l'autre KBZ, nous donne un groupe d'espace qui est PM3M, qui est centrosymétrique. Alors petite déception quand on en est arrivé là, puisqu'évidemment on cherchait des matériaux pour la ferroélectricité ou la piézoélectricité. Les deux sont centrosymétriques, donc absolument incompatibles avec la piézoélectricité et la ferroélectricité. Ce qui n'empêche qu'on peut avoir d'autres propriétés. On s'est donc attaqué derrière à du classique, c'est-à-dire d'abord les friter. Alors c'est pas forcément trivial de friter ces matériaux-là avec du zirconium. Et on aboutit à des taux de densification qui sont malgré tout de 90%, mais qui ne sont pas tout à fait satisfaisants, puisqu'il faudrait qu'on soit au-dessus de ça pour avoir des mesures de propriété relativement fiables. Donc les propriétés qu'on a mesurées sont encore à prendre avec des pincettes. Malgré tout, elles sont publiées et acceptées, mais sous réserve. Donc quand on mesure les propriétés en termes d'impédance, alors c'est en dessous de l'ambiante, les températures sont en Kelvin, donc l'ambiante est par là à peu près, on a donc cet effet de relaxation probable qui apparaît au niveau de la permittivité et aussi de la partie perte d'électrique. Donc on observe qu'on a une anomalie à basse température, donc la question se pose d'une transition de phase éventuelle associée à cette anomalie. On est donc allé faire derrière de la DSC. Il n'y a pas d'anomalie observable par DSC, autrement dit c'est un phénomène qui est autre qu'une transition de phase, et donc probablement un effet de relaxation dû à la dipôle présent au niveau structurel. Également, on a un pic de tangente delta, alors un pic avec un étalement en fréquence qui fait penser à un relaxeur, ce qui fait que ça nous a encouragé dans le fait de penser à un phénomène de relaxation. Et bien évidemment, au-delà de 400 Kelvin, on a en conséquence de l'observation de l'augmentation forte de tangente delta, une augmentation forte de la conductivité qui est due au fait que ces matériaux-là sont imparfaitement frités, qu'on a de la conduction ionique et des relaxations superposées, et donc de la conduction. Donc la question s'est posée de mesurer bien évidemment les propriétés. Derrière, évidemment, nous sommes allés déterminer les énergies d'activation qui vont avec ces phénomènes, avec les deux modèles classiques qui sont Vogel-Fulcher et Arrhenius du côté des relaxeurs. Les deux donnent des valeurs d'énergie satisfaisantes, avec des différences entre les deux, un facteur quasiment 2. Les valeurs sont cohérentes dans les deux cas, si on regarde les linéarisations, mais les valeurs sont relativement élevées dans le deuxième cas, donc on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on a bien représenté et identifié le phénomène qui va derrière. Dans le cas de KBZ, la mesure par spectroscopie d'impédance a également été faite à basse température jusqu'à haute température, et vous pouvez voir que d'abord on a un pic étalé dans cette zone-là. On n'a pas de certitude sur la relaxation puisqu'on n'a pas d'effet évident sur les tangentes delta, et on a encore une fois, du fait de du mauvais fritage, des problèmes de conduction qui fait qu'on ne peut pas être représentatif. Cette augmentation-là est certainement due à la porosité derrière. Nous sommes également allés chercher le fait que si ces matériaux-là n'étaient pas ferroélectriques, qu'ils étaient peut-être électrostrictifs. Donc d'une part, on a regardé les courbes courant-tension pour voir jusqu'où on pouvait aller en champ, et puis mesurer les courbes déplacement champ électrique qui nous ont permis de montrer qu'on avait bien un effet de déplacement, et que cet effet de déplacement moyen, alors s'il est faible et pas très évident, suit quand même une loi qui n'est pas une loi classique des ferroélectriques, mais qui correspond plus à une loi parabolique, ce qui veut dire qu'on a un effet qui est plutôt de type électrostrictif derrière. Malheureusement, du fait de la mauvaise densification du matériau, on peut monter beaucoup plus haut en champ, et donc il est assez difficile d'améliorer ces courbes-là. En tout cas, l'électrostriction a été prouvée dans ces matériaux-là de manière certaine. Donc, en tous les cas, il va falloir qu'on retravaille derrière pour améliorer le fritage, ce qui est une autre paire de manches à l'échelle d'une thèse, ça prend beaucoup de temps. Donc, en résumé, la composition NBZ conduit à une relaxation. On se pose la question toujours non résolue de l'origine du phénomène. Il y a de la conduction à haute température et l'électrostriction n'est pas mesurable en raison de la porosité. Pour KBZ, il n'y a pas de relaxation, mais d'électrostriction. Dans les deux cas, il faudra qu'on améliore le fritage. Et donc en conclusion, eh bien, pour répondre à nos questions, qui étaient donc, est-ce qu'on peut synthétiser ces composés-là? Oui, mais présence de phase secondaire. Est-ce que ces composés ont une structure qui peut être résolue? Oui, on a pu redéterminer leur maille et leur structure dans les deux cas, donc une monoclinique dans un cas, une cubique dans l'autre cas. Ces nouveaux composés donc, peuvent avoir des applications qui, évidemment, vont dépendre de la suite. Le problème est qu'ils sont difficiles à friter. Bien évidemment, je vous l'ai dit, ils sont non ferroélectriques, mais du fait de la stabilité de epsilon en température pour ces deux composés-là, ils peuvent avoir des applications intéressantes dans les condensateurs, en particulier, puisqu'on cherche de la stabilité thermique. Et pour l'électrostriction, ça reste à voir parce qu'elle n'est pas très importante et elle est surtout là en termes de propriétés annexes.
Donc les perspectives, c'est éventuellement modifier les voies de synthèse pour améliorer la pureté et éviter les phases secondaires, et puis éliminer la porosité en travaillant sur le frisage. Et puis, du fait qu'on a réussi à synthétiser nos composés avec le zirconium, on envisage également d'aller chercher le hafnium derrière pour regarder si ça donne des composés de structure similaire. Je vous remercie pour votre attention et je suis Merci Pascal pour ton intervention. Vous avez un problème de micro. pas de problème. Donc, merci Pascal pour ton exposé clair. Moi, je connais le sujet depuis un bon moment. On a publié pas mal de travaux sur presque la même thématique ces 3 dernières années. Où est-ce qu'on le trouve? Le bouton. Hier, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut plus s'éloigner et S'éloigner, ça sera mieux. Donc, on a publié récemment au sein de notre laboratoire au moins une vingtaine de publications par rapport au sujet à peu près sur les FBT, les BCT, soit les bronzes quadratiques de tungstène, soit les 454 et tout. Donc maintenant je m'adresse au public. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Si on a, donc il suffit de le faire. Donc Serge de Tuzalé. Par contre le micro à l'intérieur. Donc, à mon tour, je suis très content de visiter la faculté de Nador parce qu'on a déjà commencé en 2005 avec professeur Abou Salama. Donc, comme il a dit le professeur Korro, donc il y avait un minimum de profs et ça décolle et on voit bien le résultat, c'est très important. Ça me permet aussi de rencontrer le professeur Alibi, d'autres professeurs et aussi Pascal et les autres conférenciers. Donc moi j'avais juste une réflexion. Est-ce que vous pouvez mettre par exemple moitié tétanium, moitié zirconium, par exemple, pour éviter la relaxation, augmenter la stabilité et diminuer la... Je vais peut-être remonter plus vite. Alors oui, je voulais pas mettre mis. Je vais vous montrer le dépôt. Je pense que c'est celle-là. On ne peut pas, on va y arriver. C'est la diapo 32. Et maintenant, je vais surtout. Voilà, c'est celle-là sur laquelle je voulais revenir. Excusez-moi, je vais remettre le micro. Oui, bien évidemment, on a repris, alors c'est pas dans le cadre de cette présentation, mais repris les solutions solides NBT, NBZ, KBT, KBZ. Donc là aussi, il y a une solution solide continue dans les deux cas, et on peut moduler les propriétés pour partir de quelque chose qui est ferroélectrique ici, pour aller vers quelque chose qui ne l'est plus. Donc casser la ferroélectricité, la piézoélectricité, mais obtenir des propriétés de relaxeur au milieu, et ensuite des diélectriques. On peut donc moduler les propriétés autant qu'on le veut dans ce système-là. Il y a un grand chercheur marocain qui travaille sur les matériaux hybrides, les morphes. Est-ce qu'on peut insérer des produits organiques, des ligands sur vos composés céramiques? Alors, en règle générale, ce n'est pas la thématique du laboratoire, mais il y a quelques laboratoires français qui travaillent sur les MOF, et c'est plutôt le contraire qu'ils font. Ils insèrent dans les MOF des parties, oxydes de céramique traditionnels, pour tout un tas de propriétés. Oui, c'est vrai. Ce qu'il a dit, on ne peut pas insérer de composés organiques dans la perovskite Non. comme celle-là. Oui. Donc ce n'est pas, on peut éventuellement insérer des cations dans les MOF, mais pas... Voilà, c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est l'insertion de composés inorganiques dans les MOF que l'insertion de MOF dans les composés inorganiques. Y a-t-il Des oui. questions pour lui, donc c'est philosophique, mais c'est possible. Oui, Bien sûr. bien sûr. Je n'ai pas voulu intervenir parce que j'attendais que les étudiants... Non, ça va venir, c'est vrai. Alors, la question, en réalité, le bismuth, comme tu le sais, est le cousin presque jamais de quoi. Et aussi,
on attribue beaucoup de qualité enfin, au bismuth, parce qu'en réalité, je parle aussi du bismuth, il y a certains de composés du bismuth, ils sont aussi toxiques que le poids. Alors, oui et non. Oui et non, il n'y a pas les mêmes problèmes avec le bismuth. Enfin, ils ne sont pas au moins aussi aigus. Je crois que jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on donnait même des composés du bismuth pour soigner les ulcères d'estomac. Et il n'y a pas de biotoxicité aussi évidente qu'avec le plomb. Alors, par contre, je suis à peu près persuadé qu'effectivement, si on cherche bien, on va trouver des problèmes sanitaires avec quand même aussi. La question en réalité, est-ce que maintenant, on cherche à remplacer, parce que le PMNTT est plus performant que le PZT, comme tu le sais. Oui, je sais. Mais en réalité, la problématique, est-ce qu'on a trouvé, parce qu'on a beaucoup cherché, mais à ma connaissance, on n'a pas encore trouvé le substitut, le plan reste toujours. Alors, pour certaines applications, oui, mais avec, j'en ai cité quelques-uns. Le problème, c'est la température d'utilisation. Les PZT, ils ont une température de Curie qui fait que la propriété se maintient largement au-dessus de l'ambiance. Le titanate de barium, après, au-dessus de 80 degrés, on est proche de la transition de phase tétragonale cubique, ce qui fait que les propriétés disparaissent à partir de 80 degrés, donc on est limité en termes de gamme. Mais pour les applications de température ambiante, oui, ça commence à se faire. Il y a même des fabricants de céramique qui commencent à vendre des céramiques sans plomb sur le marché. Ou c'est performant? Oui, un peu moins. Ah, c'est moins que les PZT, mais il y a des applications. Alors, je me demande si ça ne serait pas intéressant, parce que tu as trouvé une température aux alentours de 130 quelque chose comme ça. Mais probablement, si tu mets de BAT ou 3, enfin la pomme solution solide, je ne sais pas si ça a été envisagé ou pas, oui. Peut-être ça devrait faire augmenter la température de transition. Bien sûr. Et ça, bien sûr. Ça devrait améliorer la... Bien sûr. Mais le hafnium, je ne le crois pas, parce qu'en réalité, la problématique, quand tu passes du tétane au zirconium et au hafnium, normalement, la température de Curie devrait diminuer. Oui, non, mais je suis d'accord, mais là, de toute façon, ces matériaux-là n'ont pas de température de Curie, puisqu'ils sont centrosymétriques. Oui, oui. Mais en termes d'études philosophiques derrière, puisqu'on parlait de philosophie, c'est aussi aller explorer des composés auxquels les gens n'ont pas pensé, même s'ils ne répondent pas à la problématique piézoélectricité, ça reste aussi notre tâche d'aller explorer des matériaux autres et dans tous les sens. Ouais. Mes félicitations pour le travail. Merci. À Nador et à Lémo, et Pascal et Mohamed. Je ne suis pas du domaine, mais il y a quelque chose qui a fait énormément de conscience, c'est la présence des phases secondes. Vous n'avez pas expliqué quel est leur rapport en contenu, en stabilité par rapport à la phase où vous cherchez une perovskite. Alors, c'est normal qu'il y a. Alors, c'est normal si on y va, parce que on a cherché à faire des calculations relativement courtes et basse température. 800 degrés, pour des céramiques, c'est pas très élevé en termes de synthèse, mais ça a le gros avantage d'éviter de volatiliser le bismuth qui est assez volatile. C'est la raison pour laquelle on est resté à basse température et sur des synthèses courtes. Si on prolonge ces durées de synthèse ou bien qu'on monte en température, on va probablement faire disparaître une partie. On fait probablement, et on l'a expérimenté depuis, on fait disparaître une partie des phases secondaires. Ceci dit, il reste toujours, alors c'est Na2ZRO3, BI2Z3, avec des recuits et du traitement, on les fait disparaître. Mais c'est ici. Voilà, tout à fait. Mais ce qui n'empêche que la zircone reste quand même un problème du fait de sa mauvaise réactivité. Oui, on a même essayé de la zircone nanométrique et ça pose aussi des problèmes de réactivité. Il y a une phase tellement stable en littérature, c'est BI2, TI2, E7. Oui. Vous l'avez aperçu. La pyrochlore, oui, on l'a même, alors je ne l'ai pas présenté ici, mais on a cherché d'autres substituants, en particulier au niveau des alcalins, et on a montré qu'on pouvait la stabiliser à basse température. Elle était assez controversée en termes de stabilité, présence ou pas dans le diagramme de phase. Et lorsqu'on met un peu de lithium dedans, même 1%, on stabilise la phase pyrochlore. C'est une des publications qu'on a faites, c'est pas les résultats que j'ai présentés là, mais... Est-ce qu'il y a un décalage assez important, enfin un décalage entre la composition théorique et la composition... Pas beaucoup, on est aux alentours de 0,5 et avec la résolution structurelle, on est au maximum
Par rapport à 0,505, on doit être à 0,48, 0,52, 0,49, 0,51 sur la composition finale par la résolution structurelle. Oui, donc voilà, c'est celle-ci là. On a stabilisé cette pyrochlore-là dont la question était existence ou pas existence dans le diagramme de phase. Elle était assez controversée. Avec moins d'1% de lithium, on la stabilise. Oui, c'est ça. Vous avez une question? Merci. Juste une petite question en fait, juste pour avoir des informations. Donc, quand vous passez en fait de MBT au MBZ, est-ce qu'il y a les moyens en fait de modéliser un comportement isoélectrique, comportement d'accès, en passant là? Est-ce que vous avez ici un petit peu ce travail-là? Alors, à l'heure actuelle, non, mais ça fait partie des choses qu'on envisage puisqu'on a recruté des gens qui font de la chimie calculatoire dans le laboratoire. On était beaucoup sur l'expérimental et depuis quelques années, on a aussi des gens qui font du calcul. Donc c'est prévu parce que ça fait partie des choses qui sont importantes. C'est comment se modifie le couplage entre un couplage ferroélectrique longue distance et un ordre à courte distance. Quelle va être l'évolution entre les deux et qu'est-ce que ça nous donne en termes d'ordre local versus l'ordre global et surtout en termes de propriété, permittivité et ferroélectricité ou piézoélectricité. Théoriquement, vous voyez seulement aussi différent en fait des rayons des atomes, ou bien il y a d'autres différences que la taille qu'on peut changer? On peut changer surtout la taille des atomes, mais surtout ça change. Est-ce qu'il y a d'autres propriétés autres que la taille des atomes qui sont intervenues en fait dans la modélisation? Oui, dans la modélisation, la partie chimie théorique prend en compte absolument pas le rayon ionique, c'est surtout le type d'atome et les potentiels qu'il induit en termes les potentiels interatomiques qui sont induits par les ions ou atomes présents. Là, c'est pas le rayon qui intervient dans le calcul. Pas sur ces phases-là, mais sur un certain nombre de composés. Je pense à BATIO3 et SRTIO3 où il y a eu des études de modification de l'un de l'autre pour voir ce qui se passait en termes de chimie théorique. Il y a une relation direct entre une corrélation de ces résultats expérimentaux avec des trucs. Alors pas toujours. Très très souvent ça marche, mais parfois le problème du calculatoire c'est que la plupart des programmes font des calculs à 0 Kelvin. Et ne prennent pas en compte l'agitation thermique et que quand on monte la température, on obtient parfois des phases qui n'étaient pas prévues, ou bien on a prévu des phases et on n'arrive pas à les avoir, ou alors on ne les a que à des températures un peu bizarres ou sous pression. Oui, si je peux faire. Merci Pascal pour la présentation, c'est bien fait. En fait, c'est un questionnement parce que le travail, c'est pas, ça porte sur le travail, c'est pas fait, mais je voulais avoir ton sentiment parce qu'à un moment donné, dans la synthèse, il y a des phases secondaires qui restent. C'était pour la zirconie, problème de réactivité, peut-être problème de diffusion. Est-ce que, à ton avis, le fait de passer par la voie chimique, parce que là on parle des grains, des fois il y a besoin de diffusion, est-ce que le fait de partir par la voie chimique... C'est effectivement une excellente question et c'est une question qu'on s'est posée pendant la thèse. La question est quel temps faut-il pour mettre en place une voie chimique par rapport à une voie solide classique oxyde? Alors oui, on s'est posé, mais on n'a pas eu le temps d'aller jusque-là, compte tenu du fait qu'une thèse, ça a une durée limitée. Bien évidemment, c'était une question qui s'est posée. Est-ce qu'on peut faire la même chose en faisant de la synthèse par une autre voie que la voie solide, qui favoriserait l'homogénéisation et la diffusion? Et la disponibilité carrément des éléments, des espèces chimiques, ça veut dire après, on a les questions qui se juxtaposent. Donc ça peut éviter le problème de bien sûr. réactivité. Et surtout, je pense que là, au niveau zirconium, en faisant une synthèse par voie sol-gel ou en solution, on n'aurait pas le problème de la diffusion du zirconium. Mais tu es bien placé pour savoir qu'une thèse, il faut à certains moments limiter le temps passé sur certaines parties, sinon on n'arrive jamais au bout. C'est pour ça que je me suis dit c'est un questionnement. Non, mais on s'est posé la même question pendant la thèse, c'est comment résoudre ce problème-là. En particulier, c'est ce que je disais, pour le sodium, l'utilisation du précurseur sodium bismuth NaBiO3 nous a permis de résoudre pas mal de problèmes de réactivité. Sans toutefois réussir à avoir totalement résolu le problème pour le zirconium. Merci. Y a-t-il d'autres questions avant de poser la mienne? Bon. Pascal, souvent on pose cette question, surtout les doctorants. On me dit,
si on n'a pas une phase pure, est-ce que le travail est publiable ou pas? Est-ce que le matériau qu'on synthétise, sans ou avec impureté, aura, par exemple, une utilité dans les dispositifs électroniques? Je vais répondre à ta question. C'est une vieille question qu'on se pose. Qu'on se pose, est-ce qu'il faut un composé pur et avec une phase unique, ou bien est-ce qu'il faut un truc un peu moins pur avec des phases secondaires? Et la réponse est que dans la plupart des applications industrielles, d'abord on ne prend pas des précurseurs 99-99, c'est plutôt du 95, 96, 99, entre 95 et 99, parce que pour des raisons. Donc il y a forcément des éléments autres dedans. Et la deuxième réponse concerne les phases secondaires. Dans la plupart des applications industrielles, on n'a jamais une phase unique présente. Et je dirais même que dans la plupart des cas, il vaut mieux avoir plusieurs phases, par exemple en termes de stabilité des propriétés, une phase unique. C'est une autre problématique abordée actuellement dans une autre thèse du labo. Et des phases mélangées avec une microstructure où il y a plusieurs phases présentes simultanément, un composite céramique en quelque sorte, ça peut être intéressant en termes de propriété. Pour les publications, ils sont plus indulgents par rapport à... Non, c'est pas ce que je veux dire. Là, de toute façon, en publication, quand il y a des phases secondaires, tu vois, les cellules qu'on a faites là, elles passent. Il suffit juste de les Il suffit mentionner. d'abord résoudre la structure en ayant les phases secondaires prises en compte, et puis de les mentionner d'une part. Pour répondre à cette deuxième question en termes de propriété, c'est un vieux problème industriel, c'est est-ce qu'il faut une phase pure? Non, parfois et souvent avoir plusieurs phases présentes dans le dispositif final, c'est même meilleur que d'avoir la phase pure au départ. Un commentaire parce que il y a eu une discussion. Voilà, parce qu'on a déjà discuté par rapport à ça. Avec ça. Parce qu'en réalité, ça dépend simplement qu'est-ce qu'on cherche. Pascal vient de donner l'explication. Si tu cherches des applications industrielles, l'industriel s'en fiche de ce qu'il y a dedans, pourvu que ça marche. Maintenant, donc, je vais faire un modèle pour reprendre un peu la continuité de la question de notre collègue de modélisation, et comme tu l'as répondu aussi, parce qu'en fait, en réalité, on parle 0 Kelvin ou des trucs comme ça, il y a des gens qui font des calculs avec tout mes respect pour les diagrammes de phase. Mais pour moi, donc, ça tombe simplement, on croit ce qu'on voit. De toute façon, on ne peut être sûr d'un diagramme de phase que lorsque on a fait l'expérience qu'on a bien trouvé. Et la problématique, quand tu fais une modélisation sur le comportement, qu'il soit magnétique, optique ou électrique ou électronique d'une façon générale, il faut savoir, il faut bien mettre la carte sur table. Soit tu as le résultat d'un mélange ou le résultat d'une phase pure. Ce n'est pas les mêmes conclusions en termes de modèle. Mais en termes d'application, ça ne pose aucun problème. Et aussi, pour compléter ce qu'a dit Pascal, ta question aussi sur les applications, en réalité, alors quand on parle des actuateurs comme ça, on parle donc du bulk, c'est-à-dire donc du morceau, donc de céramique. Mais dans toute application électronique, l'important aussi, c'est des couches-mains. Ils ont une importance considérable dans l'application des circuits électroniques. Et ça, c'est un autre chapitre, et c'est un autre domaine. C'est totalement autre chose. Et des déformations sur le substrat, sur un certain nombre de choses qui créent de... Voilà, enfin, ça serait long à discuter. C'est la dernière question. C'est pas une question, c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire parce que c'est vrai. Je viens de discuter avec mes voisins exactement sur le sujet et par rapport à le regard sur le résultat négatif, parce que faut faire la distinction entre un mauvais résultat, travail, et un résultat négatif. On peut faire un excellent travail et le résultat est négatif. On peut se fixer un objectif de faire une synthèse, par exemple, des phases pures, et faire un travail excellent, faire la démarche, faire le regard critique sur le travail, mais justifier le pourquoi, par exemple, bien qu'on s'est fixé l'objectif d'atteindre une phase pure, on n'a pas le faire. Et dans ce cas-là, si on fait la critique par soi, le rapporteur de l'article, il va rien dire. Si on explique pourquoi on a Pascal l'avait dit tout à l'heure pour la zircon qui était disponible, on explique pourquoi. Donc, je ne sais pas pourquoi demain le rapporteur il va ne pas accepter pour publication. Donc que les étudiants soient rassurés, faites des bons travaux, soyez critiques et la publication, je pense que l'obtention de la